Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Mélanie Poupon, en charge du marketing de performance. Donc merci à tous d'être présents cet après-midi. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition des 24 heures RH dédiées au recrutement. Alors cet après-midi, on va voir ensemble comment on peut recruter un candidat qui réussira chez vous spécifiquement. On va donc parler de l'importance de s'intéresser au contexte du poste et de l'entreprise en recrutement et de pouvoir identifier les compétences qui font la différence chez vous, c'est-à-dire celles qui permettront à vos candidats et collaborateurs d'être performants dans votre contexte d'organisation. Et pour ça, nous avons le plaisir de nous appuyer sur le témoignage de Mobalpa, avec qui nous travaillons chez Performance depuis de nombreuses années. Je suis donc accompagnée de Marine Bonino, qui est responsable recrutement et formation chez Mobalpa. Bonjour Marine. Bonjour. Et de Dominique Duquesnoy, directeur général de Performance. Bonjour Dominique. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous précise que vos micros sont coupés, mais n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions via le chat ou en bas dans l'onglet questions. On y répondra en fin de session. Alors, avant de laisser la parole à nos intervenants, je vous présente rapidement Performance en 1 minute et puis je laisserai Marine ensuite présenter Mobalpa. Performance, nous sommes le spécialiste des soft skills, donc les savoir-être au travail. Depuis 35 ans maintenant, notre expertise se fonde sur la connaissance de l'individu au travail. Et ça nous permet d'accompagner nos clients sur leurs problématiques de recrutement, de gestion des compétences et de performance collective au travers des tests psychométriques que nous concevons et au travers de nos prestations d'assessment et de développement des soft skills. Et un petit chiffre clé pour terminer, chaque année, ce sont plus de 350 000 personnes qui bénéficient d'une évaluation performance dans le monde. Donc Marine, je vous laisse présenter Mobalpa en quelques mots et quelques chiffres. Bien sûr, donc bonjour à tous. Donc Mobalpa est une enseigne que je pense la plupart d'entre vous connaissent. Nous sommes en fait rattachés au groupe Fournier qui est le fabricant justement de cuisine et d'aménagement intérieur. Et Mobalpa est l'une des enseignes du groupe qui distribue et aussi a le savoir-faire de franchiseur. Donc 95% de notre parc de magasins est sous modèle économique de la franchise et nous avons 240 points de vente en France et plusieurs à l'international et donc dans nos pays cibles plus précisément la Belgique, l'Espagne et la Suisse, donc les pays qu'on souhaite vraiment développer plus fort que les autres. En termes de chiffres, au niveau du recrutement en magasin, donc nous, on assiste nos dirigeants franchisés pour les accompagner sur cette partie délicate et stratégique. On les aide à recruter 550 personnes par an pour leur magasin. Environ 80% de ces postes sont pour le poste le plus répandu de vendeur-concepteur, donc vendeur qui a aussi la casquette de concepteurs, donc avec vraiment une technicité forte dans la conception qui est unique de chaque projet. Et 20% des postes pour lesquels on les accompagne vont être tournés vers le poste de manager des ventes, assistana commercial et aussi plus technique sur la partie pause et responsable technique, c'est-à-dire la personne qui contrôle les dossiers. On a la particularité d'avoir en fait un centre de formation en interne, donc que je pilote également, et nous formons 660 collaborateurs de nos magasins franchisés par an au sein du centre de formation Mobalpa. Et pour vous donner un chiffre complémentaire de volume d'activité, en 2022, notre chiffre d'affaires retail, vente magasin, Mobalpa France, était de 390 millions d'euros. Et on devrait cette année avoir un atterrissage à peu près au même niveau. Merci Marine. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux de Mobalpa en termes de recrutement et dans quel contexte vous avez été amené à vous intéresser aux soft skills de vos candidats? Bien sûr. Alors, notre enjeu, en fait, il est double. Comme je vous l'ai dit, on est franchiseur d'un côté, donc on doit aussi, on a cet objectif de développement de magasins en nombre, près de 15 par an, l'année prochaine un peu plus. Et on a aussi un objectif et un enjeu, c'est d'accompagner nos dirigeants pour eux, leur recrutement de salariés en magasin. Donc pour les managers, les vendeurs, les responsables techniques et les poseurs. Donc le contexte, lorsqu'on a commencé à travailler avec la société Performance, c'est qu'en 2015,
on avait vraiment un profil de vendeur-concepteur pénurique. Voilà, donc c'est très difficile de trouver des personnes provenant de ce métier, donc d'une autre enseigne. C'est pourquoi on s'est vraiment attaché plus finalement au savoir-être et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur performance pour essayer de déterminer les compétences clés de nos meilleurs vendeurs au sein du réseau et pour pouvoir donc apporter cette solution de sécurisation à nos dirigeants. Voilà. Et on est avant tout un métier de commerce, donc le savoir-faire, c'est important, mais on est parti du principe qu'on peut l'apporter aux candidats puisque nous avons la chance d'avoir un centre de formation qui a plus de 35 ans d'expertise. Donc, on voulait surtout accompagner nos dirigeants sur la partie comportementale et savoir-être. Eh bien, merci Marine. Dominique, pour rebondir, quand on est face à ces enjeux, comment on fait? Alors, déjà un premier mot, effectivement, ce que dit Marine est important, c'est-à-dire qu'il y a en premier lieu en fait une forte technicité qui est attendue de la part de leurs vendeurs, mais cette partie-là et dès le départ Mobilepad dit on sait transférer ses compétences techniques, les connaissances, les savoirs métiers utiles en tout cas pour que les personnes soient à l'aise. Bon, pourquoi? Parce que difficulté à trouver des personnes qui ont cette expérience-là, qui viennent de ce milieu particulier ou qui ont une formation qui se prête bien aux activités en fait qu'on va leur demander. Et donc les choses qui vont se jouer en fait, ce sont des éléments qui sont beaucoup plus subjectifs en fait finalement à évaluer. Ce sont des choses qui sont de l'ordre comportemental, bien évidemment, mais aussi probablement des choses ou en tout cas des critères, des leviers qui sont beaucoup plus d'ordre cognitif. Alors, on verra aussi au fil de l'eau qu'il y a des choses qui ont pu évoluer. Donc, la première demande, en fait, de Mobilepad, c'était de dire, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter, quel éclairage vous pouvez nous apporter pour qu'on puisse sécuriser, comme l'a dit Marine, nos décisions en termes de recrutement, non pas sur des éléments de forte technicité ou de connaissance métier, mais sur le comportement de la personne. Alors, à ce stade-là, on va peut-être préciser ce qu'est. Alors aujourd'hui, on parle de soft skills, même si finalement la communauté ne sait pas toujours bien la décrire et la délimiter, mais nous on la délimite comme un ensemble finalement de dispositions, de qualités, de ressources qui permettent en fait à l'individu de s'adapter à son environnement, à ses activités, au code de l'entreprise, bien sûr aux autres et à soi-même. Donc, elle va en fait s'appuyer sur des qualités ou des dispositions intrapersonnelles qui sont propres à chacun. Donc, il y a un premier niveau en fait, c'est de décrire, d'être dans une démarche descriptive finalement des comportements que la personne va adopter en situation professionnelle. Donc, on a un premier niveau de prédictivité en fait qui est de dire quels sont les comportements que la personne va probablement adopter lorsqu'il sera en situation. Une fois qu'on a dit ça et qu'on dit ce sont des dispositions, des qualités. Généralement, elles s'expriment à travers notre personnalité, nos comportements, nos croyances, nos schémas de pensée, notre manière de composer avec les émotions, de résoudre un problème. Finalement, elles s'agencent autour de composantes affectives, cognitives ou connatives. Alors, on a précisé effectivement à Mobilepad, aux personnes et à Marine notamment, ce qu'était un soft skill. Donc, il est indéniable que les soft skills influencent et organisent notre capacité à agir en situation et surtout notre capacité à être efficace en situation professionnelle et à médiatisent forcément notre performance en situation. Alors, c'est pas suffisant parce que ça n'est pas au départ en fait une soft skill n'est pas une compétence en soi. C'est une qualité, c'est une ressource, c'est une disposition, mais ce n'est pas une compétence. En fait, une compétence, elle s'exprime et surtout elle se mesure en situation dans un contexte donné. Et il y avait
pour se faire en fait une double question en fait de Mobalpa, à la fois prédire les comportements, mais aussi prédire la performance. Donc, au-delà des soft skills, on a précisé ce qu'était une compétence. Donc, c'est une capacité de l'individu à mobiliser ou mettre en œuvre de manière efficace dans un contexte des connaissances particulières, des capacités ou des attitudes comportementales. Donc, maintenant, la question, c'est, on peut prédire le comportement, mais quels sont les comportements qui peuvent nous permettre de prédire la performance, et la performance dans un contexte donné. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour pouvoir aider Mobalpa à bien déterminer les compétences comportementales qui permettent ou qui contribuent à la performance en situation, alors en situation notamment de vendeur-concepteur, dans un rôle de vendeur-concepteur et ou dans un rôle de manager. Il faut prendre en compte des éléments contextuels. Alors, quels sont-ils? Sans être parfait dans le modèle, on peut très rapidement et de manière évidente se dire que la manière dont sont organisées les activités au quotidien, celles d'un vendeur, vont influencer fortement finalement ce qui est privilégié ou ce qui permet d'être performant. Le management, effectivement aussi, si je prends le métier de vendeur-concepteur, quel type de management? Est-ce que j'ai un management d'experts, de techniciens, de personnes qui ont exercé ce métier, qui vont me manager autour des connaissances utiles qui font la différence? Quel est le rôle que j'attends? Par exemple, on a beaucoup travaillé avec Mobalpa dans un rôle de vendeur-concepteur qui est un rôle hybride. Est-ce que je suis dans une posture de vente? Est-ce que c'est la performance à la vente, la performance à la tâche qui est importante, ou est-ce que c'est la relation client dans un rôle de conseil, etc., qui était important? Donc, ça a obligé, en fait, Mobalpa à mieux se positionner en fait par rapport à ces critères en disant voilà nos attentes et effectivement voilà ce que l'on privilégie et voilà aussi ce qu'on privilégie en termes d'activité pour nos vendeurs. Donc il y avait un rôle hybride, il y avait évidemment une définition, une description des éléments du poste, mais dire qu'est-ce qui permet de pronostiquer et de pronostiquer finalement la performance. Alors je rappelle pour mon propos, prédire les comportements, ça n'est pas prédire la performance. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Une compétence, elle doit faire la différence pour une performance donnée en contexte. Donc, bien comprendre les éléments qui fondent le contexte de Mobalpa à travers les activités, le rôle, l'organisation, le type de management, eh bien, nous permet de dire, finalement, on sait maintenant ce que les personnes vont faire et dans quel contexte, dans quelles conditions environnementales elles vont le faire. À partir de là, on va pouvoir déterminer les performances attendues et regarder quelles sont les compétences qui contribuent le plus à cette performance. Alors la méthodologie, elle est à la fois complexe et assez facile à mettre en place pour toute organisation qui souhaite améliorer, bien entendu, son recrutement et qui souhaite limiter son turnover et qui souhaite se donner les meilleures chances possibles de fidéliser et de recruter dans un premier temps, bien intégré, parce que l'intégration est importante chez Mobalpa, parce qu'avec tout ce processus de transfert de connaissances avec une école interne sur les métiers, sur vraiment la conception, le conseil, eh bien, qu'est-ce qu'on a proposé pour vraiment passer de cette notion de qualité du pronostic du comportement à cette qualité du pronostic pour prédire la performance, et dans un rôle de vendeur et dans un rôle de manager. Eh bien, dans un premier temps, on a fait ce qu'on appelle tout simplement une people review, c'est-à-dire on a identifié les critères à étudier. Donc, on a dit quelle performance vous voulez prédire. Performance à la tâche. Alors, pour les vendeurs, on sait de manière évidente ce qu'on va chercher comme élément, c'est le chiffre d'affaires, le nombre de dossiers qui ont été conclus. En fait, vraiment cette performance à la tâche qui montre que voilà
les attendus, en tout cas pour ces métiers, et voilà sur quoi on évalue à un moment donné la performance à la tâche. Mais on a été aussi chercher des éléments qui étaient de l'ordre de la performance dite contextuelle, c'est-à-dire la capacité de l'individu à s'approprier les codes de l'entreprise, à s'approprier les conditions environnementales, et on a été aussi chercher des éléments qui étaient beaucoup plus liés aux situations, c'est-à-dire quelles étaient les situations critiques qu'un vendeur pouvait être emmené à gérer au quotidien, ou en tout cas régulièrement dans ces situations de vente, et ce qu'on appelle la performance adaptative. Donc on a identifié les critères à étudier, et ensuite on a demandé à différents managers de pouvoir évaluer l'ensemble de leurs équipes sur ces critères. Donc, ils ont fait une étude de performance comparée et donc ils ont évalué leurs collaborateurs sur des performances contextuelles, performance à la tâche et performance adaptative. Une fois qu'on avait recueilli les performances des individus dans leurs rôles et activités, tâches au quotidien, eh bien, on a pu leur envoyer un lien qui permettait de capter en fait quels étaient les facteurs de personnologie, c'est-à-dire des facteurs de personnalité, des facteurs de motivation, des schémas cognitifs, des croyances, mais aussi des éléments d'aptitude cognitive, d'imagerie mentale, de raisonnement, de mémoire, etc. On a collecté ces données et on a bien sûr fait un travail d'analyse entre quelles sont les performances qu'on a observées, qui nous ont été décrites par Mobalpa sur leurs collaborateurs, avec nos données, nos données en termes de personnalité, motivation, etc. Et on a regardé, en fait, quels étaient les facteurs de personnalité qui étaient les plus contributeurs de la performance. Bien entendu, et ce qu'on ne fait pas toujours dans ce type de méthodologie, mais on s'est assuré que ceux qui avaient des performances qui étaient beaucoup plus modestes n'avaient pas les mêmes caractéristiques et les mêmes facteurs que ceux qui performaient. Donc cette analyse nous a permis de dire, voilà, on explique la performance par ces facteurs-là. Exemple type, on explique la performance par le niveau d'écoute. Plus les gens écoutent, plus ils sont performants. Ou, un autre exemple, je dis volontairement des choses qui n'ont pas été extraites pour l'étude Mobalpa, pour rester discret sur ces éléments-là, et bien sûr permettre à Mobalpa de conserver cet avantage concurrentiel. Mais on peut dire aussi, par exemple, plus les personnes ont un niveau de contribution organisationnelle élevé d'un côté, plus ils sont performants. Plus les personnes s'adaptent vite ou ont des facteurs de personnalité qui leur permettent de s'adapter, plus ils sont performants. Donc, on a regardé en fait tous les facteurs qui nous permettaient de dire et qui contribuent le plus à la performance. Donc, on a fait tout un travail de ce qu'on appelle de prédictibilité de la performance. Donc, vous voyez bien qu'à travers cette méthode, on va au-delà de la prédiction en fait des comportements. On prédit la performance. Et c'était l'attente, en fait, de Mobalpa. Je veux bien sûr un outil qui me permette de prédire les comportements, mais je veux surtout que vous me disiez quels sont les comportements qui prédisent la performance. Et donc, on a abouti avec un rapport personnalisé sur les métiers, notamment de vendeurs, pour Mobalpa, qui permettent de dire, voilà, ces facteurs-là méritent d'être évalués au moment du recrutement parce qu'ils permettent de pronostiquer avec un haut niveau de fiabilité la performance future du candidat. Donc, aboutir à un rapport, effectivement, qui permette de prendre une décision éclairée et qui permette surtout aux équipes RH de pouvoir proposer à leurs dirigeants, et Marine l'a très bien décrit, c'est-à-dire que c'est une forme de service support pour les dirigeants pour les aider à mieux décider. Mais bien sûr, la décision appartient toujours à l'individu. On leur offre des données fiables, robustes, qui sont liées à leur contexte, qui sont liées à leur performance et qui permettent de prendre la meilleure décision.
Merci Dominique. Marine, justement, comment aujourd'hui sont utilisés ces outils sur mesure développés avec Performance? Concrètement, comment vous les utilisez au quotidien? Alors, pour revenir sur ce que je vous ai dit, on les utilise en fait dans deux situations. Donc, la première, si on prend le sujet du développement de nos magasins, on l'utilise et on le fait passer en fait à nos prospects. Une fois qu'on a réalisé deux entretiens avec donc des candidats pour ouvrir un magasin en franchise, on leur administre le questionnaire performance et on va avoir la chance d'avoir aussi un résultat sur 3 référentiels puisqu'on veut analyser et identifier leur comportement sur le métier de dirigeant, sur le métier de manager et sur le métier de vendeur. Donc, ce sont 3 référentiels que nous avons créés avec Performance. Et c'est selon ces résultats et aussi les 2 entretiens qu'on a eus auparavant qu'on va décider finalement si dans le processus, nous continuons et nous avançons sur le projet de création d'un magasin. Donc finalement, c'est vraiment une condition. Dans le process, tous les candidats à la franchise répondent au questionnaire et selon la réponse et l'entretien, on confronte ces éléments, on décide. Ensuite, si je m'attache au recrutement des équipes en magasin, donc le recrutement de nos dirigeants qui vont recruter des vendeurs, des managers, etc., en fait, la demande provient de notre dirigeant. C'est-à-dire qu'une fois que le dirigeant a identifié des candidats intéressants pour son équipe, prenons l'exemple du vendeur, il va nous faire une demande de test performance que nous allons donc envoyer au candidat. Il va donc recevoir de notre part l'administration du questionnaire. Il va y répondre. Nous réceptionnons le résultat. Le candidat reçoit en parallèle son bilan comportemental en automatique. Donc, lui, il reçoit ses résultats. Ça, c'est important. Et de notre côté, nous réceptionnons, comme je vous ai dit, les résultats que nous envoyons à nos dirigeants avec un débrief complémentaire en leur expliquant vraiment comment utiliser et interpréter les résultats. Et mon équipe reste aussi à disposition par téléphone pour débriefer de manière peut-être un peu plus pointue ou répondre en tout cas à des interrogations aux dirigeants qui le souhaitent. Voilà. Je précise quand même une chose, c'est qu'on demande bien aux candidats, que ce soit des candidats à la franchise ou des candidats vendeurs concepteurs, on leur demande bien un accord de leur part pour que l'on communique leurs résultats à un tiers, donc ce tiers étant souvent le dirigeant, et pour aussi nous permettre un échange pour valider les données du rapport. Voilà. Nous, on invite vraiment nos dirigeants, une fois qu'ils reçoivent les résultats, à confronter ces résultats lors d'un second entretien avec le candidat. Voilà, pour faire réagir aussi le candidat sur les résultats reçus et finalement valider ou invalider les hypothèses qui ressortent des résultats performance. Voilà comment aujourd'hui on utilise le test. J'espère avoir été assez claire. Merci Marine. Il y a une question qui est arrivée, je pense qu'on peut y répondre tout de suite, puisqu'elle fait vraiment référence à ce que vous venez de dire à l'instant, quand vous parliez de l'accord des candidats pour communiquer leurs résultats. Une personne nous demande s'ils refusent, que se passe-t-il? S'ils refusent, donc on a déjà eu le cas, dans ce cas-là, nous ne transmettons pas ces données aux dirigeants. On respecte en tout cas son choix. Alors, peut-être, Marine, sur ce point-là, parce que ça me semble important, si par exemple vous avez un prospect, puisque vous avez dit ça fait partie du processus, si vous avez un prospect ou un vendeur qui refuse même la réalisation du test. Alors, dans ce cas-là, nous n'avons pas de processus figé. On laisse la décision aux dirigeants de se dire est-ce qu'il continue finalement le processus de recrutement sans la réalisation du test ou est-ce que lui détermine que le fait que le candidat ne passe pas le test, ce soit un élément qui puisse bloquer l'avancement. Donc ça, c'est propre, je dirais, à chaque dirigeant en franchise. On lui laissera le choix. Merci. Mais on peut par contre, nous, au niveau du service support, toujours être là sous forme de conseils et de préconisations. Merci Marine.
Alors, quels sont les avantages, les bénéfices que vous avez pu observer ces dernières années suite à l'utilisation des outils performance? Alors, comme on l'a dit auparavant, cet outil est surtout là pour sécuriser nos dirigeants. Il ne faut pas oublier que nos dirigeants ne sont pas des recruteurs nés. Ce n'est pas le métier même qu'ils font. Ils sont très opérationnels, très orientés business et chiffre d'affaires. Donc, c'est important qu'on puisse leur apporter, nous, cet outil justement pour les accompagner au mieux et les aider à prendre la bonne décision, sachant que la décision, elle leur reviendra toujours à eux, dirigeants, et qu'on leur conseille bien de la prendre sur différents sujets et non pas seulement sur le résultat du questionnaire, sachant que l'entretien a aussi une réelle importance dans le choix final qui est fait. Voilà. Donc, on peut comparer, in fine, l'avantage, c'est qu'on a un taux de rapprochement en fait à la fin par rapport au référentiel. Donc, on voit où se situe le candidat et on peut comparer la situation, le positionnement de notre candidat par rapport à notre échantillon cible de meilleurs vendeurs. Donc, plus notre candidat a un taux de rapprochement élevé, plus on estime qu'il aura les comportements pour être en réussite chez nous. Ce qui donne quand même vraiment une indication plutôt juste à nos dirigeants. Voilà. Et pour pousser l'analyse, nos dirigeants ont parfois quand même recruté quelqu'un qui semblait être un peu éloigné des comportements attendus. On s'était laissé quelques mois pour faire une analyse et très souvent, la plupart du temps, le recrutement a échoué. En tout cas, le candidat finalement n'est pas resté dans l'entreprise puisque ça lui demandait finalement beaucoup trop d'efforts pour être en réussite. Voilà, donc ce qui nous fait dire que notre test est plutôt juste et reflète plutôt bien justement la situation du candidat. Marie, il y a une question là qui me vient à l'esprit. Est-ce que parce que vous êtes en rôle support pour les dirigeants, pour les éclairer, pour les conseiller, pour les aider, est-ce que ça a permis d'améliorer la communication, la compréhension des besoins et des descriptions dans cette relation avec les dirigeants sur leurs attentes, d'avoir un vocabulaire commun, par exemple, des critères communs? Oui, d'autant plus que nous travaillons pour un réseau de franchisés. Donc, qui dit franchise dit quand même une certaine indépendance. On n'est pas comme une succursale. Donc, ça permet en effet d'aligner tous nos dirigeants sur les comportements clés qu'on identifie, par exemple, pour le métier de vendeur-concepteur, et de tous parler le même langage. Et finalement, qu'on soit dans un magasin à Arras, à Bordeaux ou à Toulouse, globalement, le métier est le même, la pratique du métier est la même, donc les comportements attendus sont les mêmes. Même si l'environnement et le management est différent, on attend quand même les mêmes compétences pour être en réussite. Il y avait justement une question, donc vous venez plus ou moins d'y répondre, qui était les éléments de contexte sont-ils différents dans chaque magasin? Donc non. Alors je dirais que le métier est le même. Oui. Par contre, oui, le contexte peut être différent puisque la zone concurrentielle peut être différente, qu'on soit à Paris, à Plan de Campagne ou à Aurillac, parce qu'on a aussi des magasins dans des villes de taille assez moyenne. Donc, on a la zone concurrentielle différente. Donc, ça veut dire une tension au niveau du commerce qui est différente, qui va forcément impacter ce qu'on attend d'un vendeur. Un vendeur dans une zone concurrentielle forte va devoir être encore plus combatif et être encore meilleur sur la conviction par rapport à son client et sur la façon dont il va défendre son projet. Voilà. Et puis le management va quand même aussi en effet jouer et le management va être différent d'un magasin à l'autre. Je peux me permettre de rajouter aussi qu'en termes méthodologiques, on s'assure et on s'est assuré, bien sûr, dans l'étude, que des éléments géographiques qui peuvent peser effectivement sur les conditions environnementales, la taille même des magasins.
qui peuvent jouer aussi sur les différences de management, etc. Des questions d'âge aussi peuvent jouer sur les performances. Tout ça est pris en compte, c'est-à-dire on met bien des indicateurs très variés, on s'assure de la diversité des données que nous avons, et ça pose effectivement ce que vous dites, en fait c'est très juste, c'est-à-dire que quand on veut prédire quelque chose, on le prédit à travers des données. Mais de quelles données disposons-nous? Quelles données nous racontent réellement quelque chose? Donc ça, c'est un principe même des analyses. Il faut s'assurer de la diversité des données, en tout cas, de leur fraîcheur, bien entendu. Quand on fait parler le rétroviseur, il faut le faire parler en connaissance de cause, et ces liens de causalité qui expliquent la performance, de fait, doivent prendre en compte l'ensemble des conditions dans lesquelles on exerce en fait le métier. Donc c'est pris en compte. Alors, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose qui va d'exhaustif, mais ce qui est sûr, c'est que quand on parle de prédictibilité, en fait, c'est d'augmenter le niveau de prédictibilité, c'est-à-dire de limiter le risque d'erreur. C'est-à-dire que l'erreur existe toujours, la décision est toujours prise par un être humain. Ce sont des outils d'aide à la décision qui vont permettre d'expliciter, d'objectiver, d'avoir un regard neuf en fait sur la personne, mais en aucun cas doit se substituer à l'humain. Donc qui décide, etc. Et comme l'a expliqué Marine. Par contre, en termes méthodologiques, c'est vraiment très important de prendre l'ensemble des différences contextuelles pour voir si on repère des choses. Et si on repère des choses, il faut bien sûr les intégrer. Merci. Alors, comment vous avez fait évoluer ces outils et ce process au cours des années? Alors, la première version date à peu près de 2015. Et c'est vrai qu'en 2021, après la crise qu'on a tous connue, crise sanitaire de la Covid, on s'est quand même questionné sur l'actualisation de nos référentiels, en se disant, est-ce que finalement aujourd'hui, ils sont toujours justes et cohérents avec la réalité, en phase avec la réalité? Est-ce qu'on attend aujourd'hui de nos vendeurs la même chose? Est-ce que nos vendeurs en réussite aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient en réussite il y a 7 ans? Donc, ceci nous a amené à nous poser cette question. Et donc, c'est pour ça qu'on a finalement évoqué la volonté de refaire un réétalonnage, en fait, de réanalyser en fait nos meilleurs performeurs dans le réseau. Et puis aussi peut-être d'ajouter un élément de plus dans l'évaluation, dans les données qu'on pouvait récolter sur la partie notamment cognitive. Donc, on a pu y ajouter une brique, je laisserai sûrement Dominique la détailler un peu mieux que moi. Donc, on a lancé cette actualisation sur 2022. Donc, il a fallu un peu de temps pour récolter toutes ces données au niveau de notre réseau, pour les analyser. Et on a mis en place donc les nouveaux référentiels avec un test un peu plus complet, incluant du cognitif, en mai 2023. Voilà, de manière opérationnelle, donc c'est très récent. Ça fait à peine 6 mois qu'on a ce nouveau modèle en place, qui pour l'instant, nous paraît cohérent. Non, merci Marine. Alors, techniquement, effectivement, il faut s'assurer les données, de réactualiser en fait les données, tout simplement. Donc ça, c'est effectivement un contrat que nous avons avec nos clients, c'est-à-dire la durée de vie de la véracité d'une donnée. Il faut réellement se poser la question et la challenger régulièrement. Maintenant, ne pas imaginer non plus qu'un contexte se bouleverse de manière spectaculaire aussi dans la réalité. Par contre, là, il y avait eu l'événement de la crise sanitaire et qui a bouleversé quand même pas mal de choses. On sait que ça a changé aussi la relation avec les clients. Vous savez que beaucoup de personnes pendant cette crise Covid se sont focalisés sur l'intérieur de leur maison, ont été très sollicitants pour les cuisinistes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on l'a dit, en fait,
d'entrée, c'est un métier c'est un métier hybride, c'est-à-dire que c'est vendeur-concepteur, donc il y a bien sûr la vente, et puis il y a aussi le fait d'être dans une posture de conseil. Et il y a un troisième élément que disait Marine, c'est le côté pénurique, en fait, qui peut lier à des tendances, à des années particulières, mais le côté pénurique. Donc, en fait, pour trouver des personnes qui ont la technicité. Donc, d'où l'effort qui est fait par Mobalpa d'une école interne qui forme les personnes sur les métiers. Et se joue donc, à partir de là, ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, c'est-à-dire finalement vous venez d'un milieu où vous n'avez pas du tout les connaissances, vous n'avez pas du tout l'expérience pour être efficace et être opérationnel finalement rapidement. Donc se pose en fait finalement l'idée de comprendre comment est-ce que en fait vous allez apprendre vite et vous allez vous emparer et être à l'aise très rapidement dans votre métier. Nous, on sait, enfin, Mobalpa, son message, c'est on sait vous former. Mais est-ce que vous êtes un apprenant performant? Et donc, se pose vraiment la question des aptitudes cognitives. Alors, de manière assez traditionnelle, on va tout de suite pencher vers des raisonnements et donc sur notamment les éléments de pensée logique. À travers nos études, ce qui était intéressant, c'est bien sûr, la notion de raisonnement, capacité de raisonnement logique est apparue, mais par contre, il y a d'autres éléments, d'autres fonctions cognitives, d'autres critères qui sont apparus et qui sont essentiels. Donc, ça a eu le mérite, cette nouvelle étude, et d'approfondir, de pouvoir proposer aussi un autre facteur, ou d'autres facteurs, pardon, qui permettaient de mieux comprendre quelles étaient les compétences ou en tout cas les aptitudes cognitives qui faisaient la différence pour les métiers de vendeur. Donc ça, c'est aussi intéressant. La difficulté qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est que la durée de passation, pour le coup, augmente, puisqu'on ne va pas chercher uniquement des éléments comportementaux, on va aussi chercher des aptitudes cognitives. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer aux questions des participants, Marine, Dominique, vous aviez des points à ajouter? Non, mais par contre, il y a une question en fait qui est pour Marine, et puis je lui pose parce qu'elle sait que c'est un sujet de conversation. C'est celle de Jonathan. Je la lis à voix haute. La finesse et la mise en application de ce process avec test de prédictibilité ne s'oppose-t-elle pas en partie à une situation de pénurie des talents sur vos agences? C'est-à-dire qu'on cherche à être discriminant, mais plus on est discriminant, est-ce que ça limite pas le nombre de candidats finalement qu'on fait rentrer? Donc je sais qu'on a une discussion là-dessus. Oui. Je vous laisse répondre et puis oui. Volontiers. Donc pour vous répondre, finalement, comme l'a dit Dominique, c'est vrai qu'il y a une pénurie, mais quand je dis pénurie, j'ai peut-être pas été assez précise, c'est vraiment au niveau des candidats qui proviennent du métier. Donc ceux qui ont déjà vendu et conçu des cuisines dans une autre enseigne. Par contre, on n'a pas de pénurie et pas de difficulté aujourd'hui vraiment à attirer des profils qu'on appelle hors métier, donc qui peuvent venir du commerce dans d'autres secteurs, ou même parfois pas du tout du commerce, qui peuvent être architectes d'intérieur ou même un autre métier complètement différent. Donc, pour l'instant, ça ne s'oppose pas. Ce qu'on constate, nous, c'est que par rapport à notre process, de toute façon, le test, il n'est envoyé à des candidats qu'une fois qu'ils ont déjà été présélectionnés, en fait, par les franchisés. Donc, suite à un premier entretien. Et quand on envoie le test, on a quasiment 95% de taux de réponse. On n'a quasiment aucun candidat qui se désiste ou qui ne passe pas son test. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un bloquant et ce n'est pas quelque chose qui vient filtrer davantage le sourcing. Voilà. Par contre, ce qu'on a observé avec Dominique, c'est qu'en effet, depuis qu'on a mis en place le nouveau référentiel, donc là en mai 2023, on constate que nos résultats
sont un petit peu moins élevés en termes de pourcentage. C'est-à-dire que nos candidats semblent peut-être un peu moins proches aujourd'hui de ce qu'on attendrait d'un bon vendeur. Et ça, c'est sûrement lié à l'exigence du nouveau référentiel. On a élevé finalement le niveau d'exigence, ce qui fait que oui, là, le risque, c'est peut-être qu'on se prive un petit peu de certains candidats ou qu'en tout cas, nos dirigeants, voyant des résultats un peu plus bas, aient plus de mal à prendre la décision de l'embauche. Voilà. Donc là, c'est un sujet qu'on est en train de traiter avec Dominique. On a beaucoup de solutions, on a plusieurs solutions d'ailleurs dans nos mains pour faire évoluer ce sujet. Est-ce que c'est clair, Dominique? Oui, oui, très clair. Mais effectivement, à partir du moment où c'est la maille, hein, toujours, plus la maille est serrée, plus effectivement on est exigeant. Donc ça peut limiter en tout cas les choses. Je réponds à une question qui sur le traitement des données. Est-ce que ça nous a permis de sortir soit une culture de client, soit parce qu'on c'est sur les vendeurs, soit une culture managériale puisqu'on a fait sur vendeur. Oui, l'ensemble des données, et c'est bien ça qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'il y a des éléments contextuels qui permettent de caractériser en fait une culture. Et cette culture, une culture la plus partagée possible, voilà, tout en prenant en compte effectivement les différences et la diversité. Du coup, la question est un petit peu plus loin, justement aussi sur le côté, sur les valeurs que l'entreprise communique. Est-ce que c'est quelque chose après sur lesquelles vous communiquez, Marine? Alors, je suis pas sûre d'avoir bien saisi la question. C'était, avez-vous poussé vos retours d'expérience jusqu'à identifier des éléments stables et les transcrire dans les valeurs de l'entreprise sur lesquelles vous communiquez? Bah, c'est cette question-là. Est-ce qu'il est possible peut-être de la repréciser, Laurent Lefebvre? Je pense que c'est effectivement sur les valeurs sur lesquelles vous communiquez, les valeurs d'entreprise que vous En fait, communiquez sur votre site, je je pense. pense que la question, je vais essayer de la traduire, hein, Marine, dire finalement, on observe à travers les études un certain nombre de critères qui participent aux performances. Est-ce que ça vous aide à mieux définir vos attentes, vous, dans vos communications vers le marché candidat? Ah oui, oui, très bien, c'est plus clair. Merci Dominique. Oui, en effet, on s'appuie sur ces données pour être plus clair en effet sur nos attentes et aussi pour en effet qu'un candidat puisse se dire ben oui je réponds aussi à ces attentes-là au niveau de l'entreprise ou non, et oui, est-ce que je me vois travailler dans ce contexte-ci et requérir ces compétences. Donc je pense que c'est une aide en effet. Et on s'appuie pour communiquer en externe sur ces données. Ah, il y a une question qui me semble intéressante, c'est je suppose que vous vous appuyez aussi sur des cabinets dans Oui. votre sourcing ou dans le recrutement. Le fait d'avoir un référentiel propre sur le métier de vendeur, enfin, qui vous est propre, comment vous gérez les relations avec les cabinets sur justement le fait qu'ils vous envoient des candidats? Alors c'est une très bonne question. Donc oui, nous avons un cabinet d'ailleurs avec qui nous avons un contrat cadre, donc partenaire de la marque, et nous avons donc mis en place un processus avec eux. Donc dès lors qu'ils ont une mission pour l'un de nos magasins sur le territoire en France, ils nous font la demande du test. Donc on l'intègre, on envoie le test à leurs candidats et ils se servent vraiment du référentiel et du test performance dans leur embauche. Ils l'intègrent vraiment complètement dans leur processus. Merci Marine. Alors je vois qu'il nous reste 1 minute et je crois qu'à 45 ça va couper. Ça me fait juste penser, effectivement, on reviendra vers vous avec les présentations. Et en fait là on vous a présenté une démarche qui nous permet d'accompagner nos clients dans la définition des compétences qui font la différence. Mais on a également un outil qu'on a développé dernièrement qui permet de rendre nos clients autonomes. Justement sur ce sujet. Donc, je vais vous envoyer à tous un peu plus d'informations après le webinaire sur cet outil et puis on vous proposera de le tester aussi. Donc, ça peut aussi répondre à la question de Julienne. Voilà, donc merci à tous pour votre présence cet après-midi.
Merci beaucoup Marine et Dominique pour vos apports, très intéressants. Merci à vous. Merci Mélanie, merci à tous pour votre attention. Et puis bon après-midi à tous. Je vous envoie tous les éléments après le webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir.